Nous ne faisons qu'un. Je n'ai plus peur de toi. Cette histoire se termine avec le 8e épisode de la 5e saison. Ce côté. Alors que Vecna menace de détruire le monde, le groupe doit tout risquer pour l'arrêter définitivement. Vidéo présentée par le club élite ENMINUTOS. Pour rejoindre la famille, cliquez sur « Rejoindre ». Continuons avec l'histoire. Une nuit, l'armée arrive dans l'un des hangars. À cause de portes défaillantes et de grands trous dans l'infrastructure. Des centaines de soldats armés et mobilisés avec une puissance de feu importante occupent les lieux. La Dr Kay et un soldat emmènent le gardien pour l'interroger. Dans une pièce, le soldat saisit l'homme par l'uniforme et le plaque contre une cellule. Le gardien, craignant ce qui pourrait lui arriver, lui dit qu'il jure n'avoir rien touché. Le soldat, énervé par ce qui s'est passé, lui demande si les portails s'ouvrent tout seuls, comme par magie. Le gardien répond que cela a dû être une panne. La commandante, de son côté, demande au soldat « Et si, effectivement, c'était une anomalie, mais peut-être pas une causée par eux ?» Le soldat, avec sa lampe torche, braque la lumière sur une petite boîte de radio à ondes courtes. Pendant ce temps, l'équipe se prépare pour la mission. Une voiture les transporte, et Murray ouvre la porte du camion, leur annonçant qu'ils doivent se dépêcher. Car toute une dimension est sur le point de s'effondrer sur eux. Hopper descend en premier, suivi du reste de l'équipe. Mike arrête un instant 11 et lui demande, en la regardant fixement, si elle se sent bien. La jeune fille acquiesce en le regardant. Mike ajoute qu'il sait que ce plan est fou, et que beaucoup de choses doivent bien se passer. Beaucoup de choses pourraient être mal tournées, mais ils peuvent réussir. Il le sait. Il lui dit qu'une dernière bataille sera décisive et que ce cauchemar va enfin prendre fin. Tout sera terminé. 11, ému par ses paroles, et au bord des larmes, serre son ami dans ses bras. Tous deux prennent un petit moment pour se regarder et sourire de leur amitié. 11 descend du camion, jette un dernier regard à Mike et sourit. Je sais. Une dernière bataille et tout ce cauchemar va enfin se terminer. Ce sera enfin fini. Murray, Callie, Hopper et 11 passent à l'action. Un homme avec des jumelles les observe, accompagné d'autres soldats, affirmant que leur cible se trouve là. Le soldat à ses côtés informe la situation par talkie-walkie. Mais on lui arrache l'appareil et on lui demande « Que comptez-vous faire ?» Le soldat répond qu'il alerte la doc. La réponse immédiate est qu'elle a un complexe de Dieu, et on lui ordonne de se taire. L'homme se relève du sol et dit qu'ils vont mettre fin à cela. Que fais-tu? J'alerte la doc. Cette garce a un complexe de Dieu. En fait, tais-toi. Non, c'est nous qui allons mettre fin à tout ça. Henry retrouve les enfants qu'il a enlevés, tous en transe à cause du rituel de Vecna. Parmi ces enfants se trouve Holly, à l'intérieur de son esprit. Elle et les autres enfants sont attachés et soumis au contrôle de Vecna. Tout se déroule selon son plan. En haut d'une église se trouve le professeur de sciences, accompagné d'Erika. L'homme lui demande si elle pense qu'ils vont bien. La sœur de Lucas répond que le camion est plus rapide qu'un Humvee. Il est presque 8 km plus rapide. Le professeur, réfléchissant un peu et faisant quelques calculs, analyse qu'ils ont eu un avantage de 6 minutes et 20 secondes, ce qui leur donne un gain de presque 800 mètres. Erika lui dit que ça va pour l'instant, mais que le plus dur reste à venir. Le professeur s'assied près d'elle. Erika demande « Comment vous sentez-vous » L'homme, hésitant, répond « Quoi ?» Erika le regarde avec confiance et lui parle d'aider le monde et de ses actions. Le professeur, plus détendu, lui dit qu'il va très bien. Tous deux sourient, mais ils sont interrompus par un convoi de soldats qui arrivent devant leur position. Les hommes armés interviennent dans l'église, tandis que la docteure se dirige sur le côté, où elle aperçoit un camionnette du WSK. À l'intérieur des locaux du bureau du WSK se trouve Vicky, qui, en remarquant des interférences dans l'énergie, prend un talkie-walkie et alerte Robin, lui demandant s'il peut lui dire que c'était eux et non ces mutants cinglés. Robin, qui se trouve avec l'équipe en route pour poursuivre l'exécution du plan, prend le communicateur et informe Vicky que oui, c'était bien eux, lui disant de ne pas stresser. Une fois devant la tour, Lucas, observant avec ses jumelles, informe qu'il n'y a aucun signe d'une planète maléfique en mouvement. Jonathan dit que cela va prendre du temps, donc ils devraient se séparer et monter chacun par un escalier lentement. Il précise qu'il y a des plateformes le long du chemin, et ordonne de les utiliser pour se reposer. L'équipe se sépare en 2 groupes et commence à monter la structure. Pendant ce temps, Murray transporte de l'essence pour un générateur électrique. Hopper, 11 et Callie avancent dans les couloirs du bunker. Callie demande à 11 si elle va bien. La jeune fille ne peut qu'acquiescer de la tête en entrant dans la pièce. Elle se rappelle quand enfant,
On la voyait juste comme une expérience. Elle se souvient aussi du moment où elle est entrée dans le réservoir d'eau, et où tout le cauchemar a commencé. Murray actionne quelques interrupteurs qui rétablissent l'électricité sur le site. Hopper le remercie, et lui ordonne de monter sur le toit, en faisant attention au C4, car il ne veut pas que ça explose alors qu'ils sont là, et à ce moment, ils doivent se placer et attendre sans attaquer. Dès qu'il aura la confirmation que la planète est proche, il donnera 3 coups rapides et 11 devra s'occuper d'éliminer Henry. Il espère que Dustin a raison et que la planète s'arrête de bouger. 11 précise qu'en cas de problème, elle ne doit pas sortir avant d'être certain qu'Henry est éliminé. Hopper lui répond, en la fixant, qu'il veut une promesse, car si le plan marche par miracle, ils partiront. Les plans de la Dr. Kay seront un problème pour plus tard. 11 acquiesce, accepte la promesse, puis la jeune fille se prépare à entrer dans le réservoir, pendant que Hopper lui demande de tout finir par un miracle. Si par miracle ce plan fonctionne, on s'en va d'ici. La Dr. Kay et ses plans seront un problème pour un autre jour. Finissons. De retour au bureau, Vicky demande à Max « Pourquoi sont-ils si lents ?» La fille, qui est en fauteuil roulant, lui répond qu'elle ne sait pas. Peut-être parce que c'est une tour de 150 mètres de haut. En cas de problème, ils les contacteront. Vicky, stressée par ce qui se passe, dit à Max que le stress lui ouvre l'appétit. Alors elle va chercher quelque chose à manger, et lui demande s'il veut quelque chose. Max lui répond que non. La fille part à la cuisine chercher quelque chose. Max revient sur sa décision et lui demande si elle peut lui rapporter quelque chose. Cependant, en se tournant vers la direction où Vicky est partie, il remarque qu'elle n'est pas là. Alors effrayé, il dirige son fauteuil dans le couloir. Il trouve son corps étrange, fixe ses mains et tente de se lever. En y arrivant, à sa grande surprise, il avance et remarque de l'eau au sol. D'un autre côté, Vicky revient en essayant de dire à Max qu'elle lui jure que rien ne lui coupe mieux la faim qu'un bol de céréales. Mais il voit que la fille elle est toujours assise, en transe. Max sort des bureaux de WSQK et remarque que tout est sombre. 11 et Cally s'avancent pour la saluer. Lorsque l'équipe est en haut de la tour, de multiples éclairs rouges frappent le monde qui les entoure, et ils voient la planète descendre peu à peu. Murray sur le toit s'en rend compte aussi et informe Hopper de la situation, lui disant que la théorie était correcte, et qu'une planète géante descend au-dessus de leur tête. Hopper demande « Combien de temps ?» Murray répond « Pas beaucoup, j'espère qu'11 réussira. » Dans l'esprit d'11, les 3 voient Vecna dans l'abîme. Max demande pourquoi il ne l'élimine pas tout de suite. Cally lui dit qu'ici, ils ne peuvent pas lui faire de mal, et 11 ajoute qu'ils doivent entrer dans son esprit, car ils sont actuellement dans le sien. 11 saisit la main de Vecna et pénètre dans l'esprit de Max. Il y a quelques années, 11 reçoit le signal de Hopper avec 2 coulants qui lui indiquent que l'abîme bouge. La jeune fille elle demande à Max si la maison de Henry est proche. Max lui répond qu'elle ne le pense pas et qu'elle ne sait pas grand-chose d'eux. Cally lui dit qu'elle a dit vouloir connaître son esprit. Max répond qu'elle le connaît, mais qu'il y a des millions de souvenirs ici. Mais à ce moment-là, Max a une idée, alors il dit à 11 et à Cally de le suivre. J'ai une idée. C'est Joyce? Oui, et derrière cette porte, Hop fume un joint, et là-bas, Monsieur Wheeler tripote Madame Wheeler. Pas le temps de tout voir, il faut regarder la pièce. De retour à la réalité, Vicky surveille Max, mais elle voit des voitures de l'armée s'approcher des bureaux de WSK avec la Dr. Kay à l'intérieur. Les soldats entrent dans le bâtiment et s'assurent que tout est sécurisé, sans savoir que Vicky s'était cachée avec Max derrière l'un des murs, dans une pièce secrète. Au sommet de la tour, Lucas remarque que la pointe n'est pas parfaitement alignée avec la fissure. Donc, si la planète entre en collision avec celle-ci, la tour s'effondrera probablement. Dustin informe rapidement Hopper de la situation, qui lui demande combien de temps il reste. Dustin répond qu'ils ont environ 30 secondes. Max, dans l'esprit d'11, les conduit au théâtre après avoir reçu à nouveau le signal de Hopper. 11 dit à Max qu'il faut attaquer, et qu'elles ne doivent pas rester à cet endroit. Max lui répond que c'est la seule façon, et qu'elle doit lui faire confiance. La planète percute la tour, la faisant vaciller et mettant l'équipe en danger. Lorsque la pièce se termine, Max donne l'ordre aux deux d'ouvrir le rideau. Et ils entrent dans l'esprit d'Henry, où il se trouve à table, entouré de tous les enfants. 11 le retire du rituel en le jetant par la fenêtre. Les enfants se réveillent, mais l'équipe reste vulnérable. Le choc est tel que Steve se retrouve suspendu à la plateforme et finit par lâcher prise sous son propre poids. Cependant, Jonathan avait été plus rapide et lui tend la main, lui disant de s'accrocher et que tout va bien, sauvant ainsi son ami d'une chute terrifiante. Accroche-toi! Ça va, ne lâche pas.
Toute l'équipe est heureuse d'être en vie. Lucas saisit vite le communicateur et annonce à Hopper que l'abîme s'est arrêté et qu'Onz a réussi. De retour dans l'esprit de Henry, Max court pour prendre Holly dans ses bras et la petite fille est heureuse de la voir, lui disant qu'elle est revenue pour elle. Max, enthousiaste, lui assure qu'elles ne seront plus jamais séparées, mais qu'il faut maintenant rejoindre les autres. L'une des filles crie aux autres que c'est le monstre et qu'ils doivent courir. Mais Max s'avance et dit que ce n'est pas le monstre et qu'il peut le prouver. Henry entre à nouveau dans la maison et remarque que tout le monde est parti, totalement en colère à cause de ce qui vient de se passer. Il voit Onz s'approcher en lui disant que c'est fini, que les enfants sont avec Max en sécurité et très loin d'ici. Henry l'apprend et lui dit que tout ce qu'elle doit savoir est dans son esprit. Cependant, ce que Henry ne savait pas, c'est que Callie avait créé un rideau qui lui faisait croire que l'endroit était vide. Tous les enfants se trouvaient avec Max derrière cette illusion. Ainsi, il surveille de près la façon dont Henry dévoile sa vraie nature et cherche à obtenir des infos d'Onz. Max dit aux enfants que tout ce qu'a dit Holly était vrai et qu'ils doivent fuir tout de suite. Après avoir sondé l'esprit d'Onz, Henry se rend compte de la ruse et se dirige vers l'endroit où se trouve la table. Mais il voit que tout le monde est parti. Onz se relève du sol et projette Henry sur la table. Callie s'approche avec un couteau pour le tuer et le poignarde, mais Henry disparaît alors. Elles s'échangent un regard inquiet, conscientes que tout n'est pas fini. Onz et Callie retrouvent les enfants avec Max. Elles lui disent qu'elles n'ont pas pu en finir avec lui. Et Max répond qu'il reviendra probablement dans le monde réel. Ils doivent donc courir aussitôt vers la grotte pour éviter qu'il ne leur fasse du mal. Dans le monde réel, Hopper est trompé par l'apparence de Vecna, qui fait que l'homme lui tire dessus, cependant. Hopper remarque que ses balles traversent uniquement le réservoir, où se trouve Onz. Voyant du sang dans le réservoir, il brise la vitre pour sauver Onz. Et en la sortant, il déconnecte elle, Callie et Max de l'esprit de Vecna. Avant cela, Max ordonne à Holly d'emmener les enfants dans la grotte. En revenant dans le monde réel, Hopper se rend compte que les blessures d'Onz n'étaient qu'une hallucination. Donc il a été trompé par Vecna. Max, de retour dans son corps, pousse un cri révélant sa position. Les soldats, avec la Dr. K, retrouvent Vicky et Max. Les soldats inspectent aussi la structure et expliquent la préparation de l'opération, de sorte que tous leurs secrets ont été révélés. Les enfants entrent dans la grotte. Mais Holly remarque l'absence de Derek. Alors elle retourne un instant le chercher. Derek, épuisé après avoir couru, s'arrête brièvement lorsqu'un portail s'ouvre derrière lui. Holly le rejoint et lui dit de continuer et de se dépêcher. Henry sort du portail à la recherche des enfants. Mais avant que Holly et Derek n'entrent, Henry attrape la fille par la jambe. Derek, de toutes ses forces, fait lâcher prise à Henry, le laissant furieux et impuissant à l'entrée de la grotte. Les enfants s'enlacent, émus de savoir qu'ils vont bien. Cependant, Henry, avec une détermination totale dans le regard, commence à entrer petit à petit dans la grotte, malgré les souvenirs traumatisants de son enfance qui l'en empêchent. L'équipe déjà au fond voit Guillaume s'effondrer, incapable de bouger. Holly, de son côté, entend les cris d'Henry et s'approche pour voir ce qui se passe. Elle réalise avoir surmonté ses souvenirs traumatisants et pénétré dans la grotte, puis ordonne aux enfants de fuir. Will, de son côté, informe l'équipe que ce qu'il vit, ce sont les visions d'Henry, et il annonce aux autres qu'il a trouvé Holly et les enfants. Mike lui demande s'il voit Onz, Callie ou Max, mais Will leur dit qu'ils sont seuls. Holly, dans un acte de bravoure, guide les enfants vers le trou. Robin demande à Will s'il peut le ralentir un peu avec ses pouvoirs. Will répond qu'il va essayer, mais qu'ils doivent courir. Les soldats arrivent à l'endroit où se trouvent Onz, Hopper et Callie pour les retrouver. Un hélicoptère émet un son qui paralyse immédiatement Onz et Callie, ce qui pousse Hopper à prendre Onz et à l'emmener dans un endroit sûr, laissant Callie paralysée au sol. Onz, reprenant ses esprits, demande à Hopper où est Callie, mais il ne répond pas, même s'il sait qu'il doit la retrouver. La jeune fille essaie de se déplacer en rampant, mais elle est interceptée par l'un des soldats, qui lui dit que ses amis l'ont abandonnée. Et en réponse, Callie lui crache au visage, ne laissant aux soldats d'autre choix que d'ordonner qu'on l'emmène d'ici. Cependant, Hopper les intercepte par ses tirs, les élimine et tente de sauver Callie. Elle est neutralisée par un autre soldat, qui la frappe à la tête. Les enfants sont dans le tunnel du souvenir de Henry. Holly, prenant les commandes, leur dit que tout ce qu'ils vont voir ici n'est pas réel, et que cela ne leur fera pas de mal, qu'ils doivent simplement la regarder tout le temps. Elle prend la lampe de poche, et ils avancent à travers le tunnel. Holly saisit la barre de métal qu'elle avait laissée la dernière fois qu'elle était là, une arme qui lui servira à se défendre contre Henry.
D'un autre côté, Hopper et Callie sont frappés par les soldats. L'un d'eux ordonne à Hopper de révéler où est Hans, mais il répond qu'il ne sait pas de quoi il parle, puisqu'ils sont seuls. Le soldat tire sur Callie qui est au sol en lui demandant si elle pense que c'est un jeu. Murray depuis le toit prépare les grenades et, avant que le soldat ne tire sur Callie, il lance les projectiles sur l'hélicoptère qui explose en détruisant l'arme sonore. L'explosion permet aux soldats de tirer sur Callie, mais 11 intervient aussitôt, les assommant tous et faisant que le soldat se tire une balle dans la tête. Voyant la blessure de Callie, il tente de la sauver sans succès et la laisse au sol. Holly affronte Henry et parvient à le blesser avec la barre de métal, mais il l'attrape et la jette au sol. Et avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit à la petite fille, l'effet de son traumatisme le ramène au moment où il était enfant. Il a été touché pour la première fois, recevant des dégâts comme lors d'un autre tir. Will dit à sa mère qu'il doit être dans un souvenir et qu'il est terrifié. Sur le toit, 11 et Hopper retrouvent Murray, soulagés d'apprendre qu'ils vont bien et qu'il ne les a pas perdus. Après avoir découvert la vérité sur Callie, ils regrettent. Mais 11 affirme pouvoir franchir l'abîme d'un saut. Hopper, d'abord méfiant envers le plan, mais la jeune fille lui demande de lui faire confiance, le laissant sans dire un mot. Henry, en se remémorant, revivait chaque instant comme si c'était réel. On découvre que la mallette contenait l'incarnation de Vecna, qu'il a utilisée comme réceptacle. En s'introduisant par le trou causé par la balle, l'homme qui l'a frappé avec une pierre lui dit qu'il doit résister. Sinon cela le détruira ainsi que tout le reste. L'enfant sous l'emprise de Vecna tue l'homme. Henry, complètement anéanti et agenouillé au sol, parle avec Will, car le jeune homme lui dit que ce n'était pas lui, que ça n'a jamais été lui. Henry demande à être seul, mais Will répond que c'est pourquoi le flagelleur mental ne voulait pas de lui dans la grotte. Il lui demandait de l'oublier, affirmant qu'il n'était qu'un enfant comme lui, utilisé à ses propres fins. Will lui dit qu'il est comme lui, un simple réceptacle, et lui demande de les aider à combattre Vecna. Henry affirme que ce n'est pas vrai, qu'il lui a juste montré la réalité d'un monde pourri, sans jamais le contrôler, ni Vecna. Il lui dit qu'il pouvait résister, mais a choisi de les rejoindre. Le flagelleur mental se réveille et attaque l'équipe. N'ayant pas le choix, il fuit. Bientôt acculée, la bête est touchée par un rocher lancé par 11. La fille, dans un acte de bravoure, court en direction de l'araignée et entre à l'intérieur d'elle. Déconnectant directement Vecna et déclenchant un combat, l'équipe élabore un plan pour blesser le flagelleur mental, car s'ils le blessent, ils blesseront aussi Vecna. Dustin suggère de causer des dégâts massifs, d'attaquer sur 2 flancs et de lui retirer des points de vie. Lucas dit que l'un d'eux doit l'emmener dans ce canyon et que les autres doivent se répartir sur les rochers et attaquer par le haut. Nancy se porte volontaire, lançant le plan improvisé et tirant sur le flagelleur mental. En le distrayant et en arrivant au canyon, toute l'équipe commence à tirer sur la bête, l'incendiant, lui tirant dessus et le poignardant par en dessous. Cela blesse Vecna, maîtrisé par 11 qui, grâce à ses pouvoirs, parvient presque à le neutraliser. Mais il essaie de se défendre avec son bras en attrapant 11 avant qu'elle ne l'atteigne. Will prend possession de son esprit et l'interrompt, lui disant qu'il n'effraie personne et le maîtrisant pour qu'11 puisse mettre fin à sa vie. Après avoir tué le flagelleur mental, Nancy entre, serre 11 dans ses bras et se réjouit qu'elle aille bien. Elle voit Holly et court rapidement pour la libérer, parvient à la réveiller et elles s'enlacent toutes les deux. Le reste de l'équipe libère et réveille les autres enfants, qui, heureux d'être en sécurité, étreignent chacun de leurs sauveurs. Cependant, à ce moment-là, le corps de Vecna commence à bouger. Petit à petit, le groupe s'approche de lui. Will et Joyce arrivent sur les lieux en voyant les mouvements du corps. La mère, le regardant avec une haine totale, décide de prendre sa hache et de lui couper la tête, lui rappelant de ne pas s'en prendre à sa famille. Les souvenirs traumatisants de chacun apparaissent comme de petits éclairs fugaces, mais il remarque que le cauchemar est terminé. En sortant, Hopper communique avec Dustin, qui l'informe que tout le monde va bien. Alors Murray fait les préparatifs pour l'explosion du site. Après cela, toute l'équipe part avec les enfants, ressentant enfin une certaine tranquillité qui est interrompue à leur arrivée chez eux, car les soldats et l'armée avaient préparé des pièges et soumettent à chacun des membres de l'équipe. Mike défend les enfants en rentrant chez lui. Les soldats et l'armée ont tendu des pièges, capturant chaque membre de l'équipe. Mike demande « Que fait-il ?» lui dit qu'il doit partir. 11 affirme que ça ne finira jamais s'il reste. Mike tente de la raisonner et lui assure qu'ils régleront cela en se battant comme toujours. 11 lui dit qu'elle veut qu'il remercie les autres membres de l'équipe pour elle, pour avoir été si gentil et leur avoir appris ce que c'est qu'être un ami. Mike lui demande de ne pas le faire. Mais 11, en larmes et déterminé,
lui dit qu'elle a besoin de son aide pour expliquer sa décision. La fille elle étreint Mike en pleurant. Il lui demande de rester. En larmes, ils se regardent et on se dit qu'elle l'aime. S'embrassant et partageant leurs derniers moments ensemble, on se ramène Mike à la réalité. Et il ne lui reste plus qu'à attendre que l'appareil explose sous les yeux de tous. En agissant ainsi, une puissante sphère d'énergie émet des ondes de choc destructrices. Arrivée à 11, l'équipe crie désespérément. Mais elle a déjà pris sa décision et reste totalement immobile au milieu de la destruction causée par l'explosion. Mais en un instant, tout le monde remarque que le calme est revenu. La destruction s'est arrêtée en 1 seconde et tout s'est réduit à des décombres. 18 mois plus tard, Hawkins est redevenu normal, avec des centaines d'habitants heureux dans une ville entièrement rénovée. Robin est retourné à son studio de radio pour informer des mises à jour sur ce qui s'est passé. Elle annonce que Jimmy, main rapide, l'a laissé revenir au studio comme invité, mais qu'il faudra être patient, car elle se sent un peu rouillée. Elle demande de quoi leur parler, ses sujets habituels étant dépassés. Elle affirme qu'il n'y a plus de soldats, de grilles, ni de caméras, et que les gens sont heureux, souriants, allant au cinéma. Steve, quant à lui, est devenu entraîneur d'une petite équipe d'enfants, où Derek participe. Robin, de même, dit que la malédiction de Hawkins est terminée. Elle affirme que la ville n'est plus celle de ses souvenirs, car elle se sent très différente, mais peut-être que ce n'est pas la ville. Peut-être que celle qui a vraiment changé, c'est elle, et peut-être que tout le monde a changé, ou du moins c'est le cas pour ses amis qui vont être diplômés aujourd'hui. La génération de 89 monte aujourd'hui sur le podium. Elle espère que vous viendrez les soutenir, parce qu'elle le fera. Et s'il y a bien quelqu'un qui mérite une ovation, c'est eux. Il met un morceau sur le réseau, et dit que ce n'est pas le peuple. Il met un morceau à la radio pour célébrer. Max skiait quand Lucas l'interrompit, disant que s'il lui arrivait quelque chose, elle serait seule car il ne voulait plus aller à l'hôpital. Max lui dit qu'elle pense devoir être seule, et lui demande ce qu'il porte. Lucas, surpris, lui dit que la remise des diplômes est aujourd'hui. Max répond que c'est dans 2 heures, et pense qu'il est trop tôt. Ils s'approchent l'un de l'autre et s'embrassent passionnément. Dustin rejoint sa mère qui le prend en photo, puis ils s'enlacent. Il lui dit qu'il ne sera qu'à un voyage de distance. Sa mère, émue, lui répond qu'elle le sait. Son fils précise qu'il sera chez lui pendant son temps libre. Will, Hopper et Joyce sont en train de prendre des photos. Mais à ce moment-là, ils reçoivent un appel de la mère de Mike, qui dit qu'elle ne trouve pas son fils. Le jeune homme réfléchit sur une chaise quand Hopper l'interrompt pour lui dire que sa mère s'inquiète. Mike commence à lui dire qu'il ne comprend toujours pas la raison pour laquelle il a pris cette décision. Hopper essaie de l'encourager en lui disant que ce n'est pas de sa faute ce qui s'est passé, et que de son point de vue, il a 2 options. La première est de s'accrocher à l'idée que c'était de sa faute s'il a disparu et fait souffrir tout le monde. Et la seconde est de trouver un moyen d'accepter les choses telles qu'elles se sont passées. Après un moment, Mike apparaît à la fête de célébration de la remise des diplômes. Il retrouve sa mère et s'excuse, lui expliquant qu'il a paniqué. Lors de la remise des diplômes, Dustin évoque dans son discours la perte subie pendant son enfance, et que cette année lui a paru très mauvaise. Il a compris qu'il y avait eu beaucoup de méchanceté au milieu de tout ça, mais qu'il y avait aussi de bonnes choses. Il explique qu'il aime jouer à un jeu appelé Donjons et Dragons, et que dans ce jeu il existe 2 classifications du chaos. Le bon chaos et le mauvais chaos. Le mauvais chaos mène à l'anarchie, la destruction et la guerre, tandis que le bon chaos favorise l'innovation et le changement. Il ajoute que l'école devait changer car elle était très amusante, vécue entre sportifs, intellos et geeks. Et dans ce chaos, tous les murs sont tombés. Et il a rencontré de nouveaux amis. Il s'est lié d'amitié avec des personnes qui n'auraient pas dû être ses amis. Il précise que cela est aussi arrivé à beaucoup d'autres. Rencontrer des personnes différentes lui a permis d'en apprendre plus sur lui-même. Il sent qu'il est une meilleure personne maintenant. Une meilleure personne grâce à eux. Ce soir-là, une partie de l'équipe se retrouve pour jouer à Donjons et Dragons. Après une partie intense où ils battent le mage maléfique, Mike révèle que lors du rayon puissant, 11 lui a fait ses adieux. Il explique qu'elle a dépensé le reste de son énergie et qu'ensuite elle a disparu. Mais il leur demande comment elle a lancé cet enchantement. Will répond qu'il ne pouvait pas utiliser sa magie. Dans mes souvenirs, les zombies avaient des haut-parleurs pour neutraliser leur pouvoir. Mike explique que dans la confusion, personne ne l'a vu et souligne qu'on s'était aussi rusé que sa sœur. Donc, avant que Callie ne meure, les sœurs ont pensé à un plan. Un plan pour protéger Hans. Hans avait la main noire qui était toujours déterminée à lui voler ses pouvoirs. Alors, pour les tromper, elle a dû faire croire à tout le monde, même à ses amis, qu'elle était morte. Alors, la sœur a lancé un autre sortilège de loin, à l'abri du pouvoir des klaxons des voitures de l'armée. Le sort d'invisibilité. 11, avec les quelques forces qu'elle avait, s'est caché dans un trou à l'intérieur d'une maison. Mike explique que lorsqu'il s'est échappé,
La sœur a lancé un dernier sort, expliquant que la 11 qu'ils ont vue mourir n'était pas réelle, c'était une illusion. Max lui demande « Où est-elle allée ?» Et Mike répond que personne ne le sait et que personne ne le saura. Mais il aime penser qu'elle est dans une belle contrée très loin d'ici. 11 est partie, à l'abri du danger de la main noire. Et c'est là, dans cet endroit, qu'elle trouve la paix. Ou enfin, elle trouve le bonheur. Max lui dit que ce n'était qu'une théorie. Ce à quoi Will demande comment ils savent que c'est réel. Mike répond qu'il ne le sait pas, qu'il n'en est pas sûr. Mais il choisit de croire que c'est réel. Il l'imagine, laissant tout le groupe les larmes aux yeux, affirmant qu'eux aussi l'imaginent. À cet instant, la mère de Mike interrompt en disant que le dîner est prêt. Alors chacun d'eux se lève et ils rangent les jeux avant de monter dîner. Cependant, avant que Mike ne monte, un groupe d'enfants composé de Holly et Derek s'assoit et discute de donjons et dragons. Holly va consulter le manuel. Elle ignore son contenu, mais souhaite lancer une campagne et demande s'ils veulent participer. Derek sent une odeur étrange et demande si quelqu'un a pété. L'autre garçon affirme que c'est de la vieille pizza. Et Derek, excité, réplique qu'elle ne sent pas le gaz. Pendant qu'ils discutent et rient, Mike les observe avec un peu de nostalgie et un sourire, terminant de monter et fermant la porte.